Salut tout le monde, salut le chat, bienvenue pour cette nouvelle saison d'Overtime, saison 2, épisode 1. Salut Jonathan. Salut Pascal, la nouveauté qu'on voit déjà, on sera les deux co-animateurs de cette nouvelle saison d'Overtime. On garde évidemment nos collaborateurs. On va avoir quelques petites nouveautés qu'on va vivre ensemble tout au long de la saison. Mais écoute, je suis très heureux de te retrouver, Pascal. Je me suis enfin remis de ton fameux quiz qu'on a pu apprécier sur MySports. Et d'ailleurs, qu'on verra partir, c'est quoi, d'aujourd'hui sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux? Ce soir 17h, l'épisode 1, et toute la semaine jusqu'à samedi, on va vous les diffuser. On va également découvrir ta série d'été, Jonathan, dès cet après-midi, où tu vas nous présenter les transferts, notamment des clubs romans. Oui, exactement. On est dans le thème parce qu'aujourd'hui, évidemment, sur Overtime, on va parler des transferts dans certains des clubs romans de National League de leur été occupé. Et j'ai fait un peu le tour des différents changements qu'on va pouvoir voir chez les 5 clubs de National League, parce que oui, il y en a 5 cette année. Il ne faut pas oublier le petit nouveau qui est le HC Ajoie. Donc, on verra ça tout au long de la semaine, là, ces petites capsules sur Instagram, Facebook et Twitter. Et puis on va également parler des nouvelles règles aujourd'hui, et puis on va se focaliser sur 3 des clubs romans, les 3 qui ont fait les playoffs l'année passée, Genève, Lausanne et Fribourg, et puis on répondra à vos questions, et on salue Georges-Henri, Nicolas, Jean-François qui nous ont salués dans le chat, et puis on va accueillir surtout nos 2 premiers collègues qui nous rejoignent pour cette discussion. On demande à Mickey de les faire passer en plein écran. Voilà, salut Stéphane Rochette. Salut tout le monde. Avec le micro, c'est mieux, c'est les débuts de saison. Et puis également Jérôme Bechas. Salut Jérôme. Salut à tous. Je propose, avant qu'on commence à parler des nouvelles règles, qu'on prenne la question d'Hugo qui vient de la poser. Dominique Cahoun à Berne, bien ou pas? Pour l'instant, c'est notre collègue Larsney qui a mis cette photo sur Twitter tout à l'heure. Il est invité à l'entraînement du CP Berne. Ah bon? Ça devrait se faire dans les prochaines heures, les prochains jours, évidemment. C'est un secret de polichinelle, l'arrivée de Cahoun avec le CP Berne. Écoute, je ne sais pas, les gars, votre avis sur ce joueur. Moi, j'ai une chose à vous dire. Moi, je connaissais ce gars surtout avant parce que c'était le coéquipier de Leon Draisaitl dans le temps qu'il jouait junior avec l'Allemagne. Et il avait connu une saison, écoutez, de 206 points en 30 matchs en 2010-2011 avec les U16 en Allemagne. Et Draisaitl avait eu également une saison incroyable. C'est pourquoi on a voulu l'amener avec les Oilers d'Edmonton, parce qu'on se disait peut-être que la connexion peut se faire. Est-ce que Cahoun, ses statistiques ont été meilleures grâce à Draisaitl? Est-ce que son nom est fait grâce à lui, ou est-ce qu'il a vraiment le talent pour dominer dans une ligue? Reste à voir, quoi qu'il en soit. Ça pourrait être une très belle acquisition pour le CP Berne. Affaire à suivre, on dit. Affaire à suivre. Je me suis déjà prononcé, là, mais ça pourrait être quand même un joueur assez dominant dans le championnat. Il y avait plusieurs équipes qui étaient sur le dossier Cahoun qui n'étaient pas du tout certains d'obtenir un contrat en NHL. Ils se disaient intéressés à revenir en Europe, notamment en Suisse. Il y a plusieurs équipes qui étaient sur le cas Cahoun. Lui, ce qui me surprend aussi de son parcours, ce gars-là, c'est qu'il est passé directement de la DEL à la NHL. DEL qui n'est pas un des meilleurs championnats européens, qui est très bon, mais 1 point par match en DEL. L'année d'après, il joue en NHL. J'ai rarement vu ça. Ouais, il est passé de Munich à Chicago, mais après il a fait Pittsburgh, Buffalo et Edmonton, donc c'est pas un clubiste. Il a chaque fois passé d'une franchise à l'autre. Alors est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas? Je sais pas. Mais moi je pense que ça peut être une belle acquisition pour le CP Berne. Ouais. C'est un joueur qui a un nom, Cahoun on connaît, et puis je pense qu'on se réjouit déjà de le voir dans la capitale. Ouais. J'ai l'impression que peut-être que les attentes ont toujours été très élevées dans son cas. Donc, lorsqu'il passait dans un club, peut-être que les attentes étaient étaient trop élevées pour ce qu'on avait et on perdait un peu patience. Reste à voir, mais pour le CP Berne, pour la Suisse, ça peut être une très bonne acquisition. Alors, juste pour préciser à Jérôme Ribaud qui vient de poser une question sur le HC Ajoie, on va garder vos questions sur le HC Ajoie et sur le HC Bienne. On en parlera surtout la semaine prochaine. Sauf si, bien évidemment, vous avez des questions par rapport au 5e étranger que Bienne pourrait engager en remplacement de Moser, mais on n'a pas beaucoup de pistes non plus pour la saison, pour ce son-là, à moins que Jérôme, toi, tu aies eu des informations du côté de la Tissot Arena. Ah non, je ne suis pas dans les secrets des dieux de la Tissot Arena, non. Ah bon? Moi, j'ai toujours cru que oui. Non.
on me dit pas tout. Ah, Et Pascal, il y a aussi Nicolas sur le chat qui nous pose une question quant à l'arrivée de Valtteri Filppula à Genève. Et c'est le club qu'on va discuter tout juste après les changements des règlements avec Stéphane, parce que Steph, nouvelle saison signifie souvent un changement de règlement, et cette année, il y en a beaucoup des changements dans le livre des règlements. oui, il y a beaucoup de changements, quelques grands, beaucoup de petits. On a harmonisé, on va vers une harmonisation du livre des règlements de l'IHF avec celui de la NHL. Donc, ça signifie des nouveaux règlements assez restrictifs pour le gardien. On veut créer beaucoup d'attaques, et ça se traduit aussi par plus d'interprétations possibles. La zone grise va être augmentée pour les arbitres, c'est-à-dire que dans la zone grise, on va donner plus de choix de pénalités, notamment aux arbitres. Je vais y aller assez, parce que, écoutez, j'étais au cours de superviseur des arbitres samedi. On a fait ça en 8 heures de temps. Pendant 7 heures de temps, on a parlé des nouvelles règles. Ça vous donne une idée de l'ampleur des nouvelles règles. Évidemment, les superviseurs doivent être au courant de toutes les nouvelles règles. J'ai parlé aux arbitres. Ils ne sont pas inquiets, mais pour eux, il y a beaucoup de petits automatismes, de petits détails qui vont changer, notamment sur les changements sur les lieux d'engagement. Ils devront être allumés. Au début, c'est les petites habitudes qu'ils doivent déconstruire et reconstruire. Moi, je vais vous parler de ce que vous allez plutôt voir comme amateur de hockey. Le premier truc de plus visuel, ce sera rouge sur blanc. Il y aura des nouveaux traits qui seront tracés derrière la cage, des trapèzes, comme en NHL. Ceux qui ont vu des matchs de NHL connaissent ça. Donc, les gardiens pourront sortir de leur cage et jouer la rondelle comme avant, sauf dans les coins de patinoire derrière la ligne de but. Au-delà, dans une zone vraiment délimitée, et c'est la position du puck qui fait foi. Donc, si le gardien touche le puck dans cette zone, dans les coins délimités par les trapèzes, il y aura 2 minutes. Le seul évitement pour lui, c'est que s'il touche le puck alors qu'il a toujours un pied dans le demi-cercle du gardien, donc c'est déjà très, très loin, c'est compliqué. À ce moment-là, il peut jouer le puck, mais en gros, retenez que si un gardien joue le puck dans les coins, c'est 2 minutes, l'arbitre siffle tout de suite, retarder le jeu. Donc, les gardiens vont sortir beaucoup moins, vont moins aider les défenseurs. Le but de ce règlement, c'est de mettre les défenseurs dans la moïse pour qu'ils aient de la peine à sortir pour créer de l'attaque, pour favoriser le spectacle. Pascal, je sais pourquoi tu ris. Là. Désolé, Stéphane, de t'interrompre. Vas-y avec la question qu'on vient de recevoir. Nicolas qui nous demande, Stéphane, si la loi de la moyenne a-t-elle évolué? La loi de la moyenne sera toujours en vigueur cette année. Et je peux vous dire même, et je garde ça pour une prochaine chronique, que la zone grise figure dans le règlement, messieurs. Pour revenir à ce que tu disais sur les trapèzes, que les gardiens doivent s'habituer, moi j'ai vu quand même après 7 secondes le Genève Chaux-de-Fonds où le gardien de Chaux-de-Fonds il se prend 2 minutes pour avoir joué le puck au mauvais endroit. Jérôme aussi, il a dit quelque chose. C'est les défenseurs qui doivent s'adapter. Ouais. Sur un match amical, en fait, il y a le puck qui est envoyé dans l'arrondi à droite, et puis le défenseur qui est à gauche, il va déjà dans son arrondi, parce qu'il anticipe le fait que le gardien va sortir, et puis il va glisser la rondelle derrière son but. Sauf que le puck n'était pas assez fort, et le gardien, il n'a jamais pu prendre le puck derrière son but, et ils ont failli se faire avoir comme ça, les défenseurs. Donc, évidemment, il y a plein de matchs amicaux, les défenseurs vont prendre leur repère, mais tout à coup, en début de saison, il y aurait peut-être un ou deux buts de gag, on ne sait jamais. Il y aura sûrement des confusions entre gardiens et défenseurs. Oui, mais ça s'était vu de toute façon en NHL quand il avait instauré ce système de trapèze là, de zone permise pour le gardien et zone interdite. C'est une question d'ajustement pour les défenseurs, surtout, et pour le gardien, parce que le gardien doit garder en tête qu'il ne doit pas dépasser cette ligne-là, mais c'est moins difficile pour lui que pour le défenseur qui doit se positionner, qui doit avoir des différents réflexes. Peut-être que dans les premiers matchs, on verra des petites erreurs du genre, là, mais j'ai l'impression, surtout ceux qui ont déjà joué en Amérique du Nord, sont habitués avec cette règle, autant chez les gardiens que chez les défenseurs, mais j'ai l'impression que ça va être une question de journée de championnat avant que tout le monde soit bien habitué à ce nouveau changement. On rappelle que c'est une règle qui avait été mise en place pour les gardiens comme Martin Brodeur qui avait l'habitude d'aller jouer le puck dans l'arrondi, qui était vraiment un troisième défenseur pour les schémas tactiques. Je vois que Hugo parle de Reto Berra. Lui, c'est un des joueurs qui a connu ça en Amérique du Nord, mais qui avait l'habitude de sortir aussi assez loin. Donc, il va devoir reprendre ce réflexe de ne plus aller le plus loin possible de son but. Il y en a un qui, pour l'instant, est assez tranquille, c'est Robert Mayer, parce que lui, il est écarté par le HC Davos, mais toujours sous contrat. Donc,
il a 12 mois s'il ne trouve pas de club durant cette saison pour comprendre le concept. Mais en même temps, je pense que Robert Mayer était encore en Amérique du Nord quand le concept a été fait en NHL. Puis Hugo mentionne Gilles Sen également. Oui, c'est des gardiens qui sont habitués de jouer avec ce système. Et je réponds tout de suite à Jayan qui pose des questions sur Lausanne. On va revenir à Lausanne un tout petit peu plus tard dans l'émission. Donc, garde-nous tes questions, puis on y répondra avec plaisir. Stéphane, on te laisse continuer avec la fameuse zone grise qui est dans le règlement. Bon, et donc, zone grise, puisque tu as introduit la zone grise, je vais parler des pénalités en deuxième lieu. Alors, de 2+10, la pénalité de 2+10, oubliez-la, elle n'existe plus. Hein? Elle existait pour les charges dans le dos, pour charges à la tête, boarding. Cette pénalité-là n'a jamais existé en Amérique du Nord. Elle n'existait qu'au niveau international et en Europe. Elle n'existe plus. Il y a des choses qui vont changer. Une chose que les gens vont voir, c'est qu'on pourra, pour un certain nombre de pénalités, 8 exactement, donner seulement 5 minutes sans méconduite pour le match. On sait que jusqu'à maintenant, un joueur qui était pénalisé de 5 minutes, il était automatiquement pénalisé pour le reste de la rencontre vestiaire. Maintenant, pour 8 types d'infractions, un joueur pourra rester dans le match. Ça veut dire 5 minutes de désavantage numérique incompressible, mais pas d'expulsion pour le match. On parle de charge contre la bande, charge incorrecte, coup de coude, accroché, faire trébucher, obstruction gardien et dans quelques cas de dureté excessive. Donc, plus de 2+10. Mais Steph, si je peux me permettre, moi, je trouve ça intéressant quand même parce que des 5 minutes que tu ne peux pas terminer en marquant, là, des 5 minutes complètes de pénalité, c'est une belle chance en attaque pour les équipes pour créer de l'offensive, alors que le 2+10, ça pénalisait le joueur. Ça pénalisait le joueur, mais pas l'équipe. Donc, peut-être que les joueurs vont avoir peut-être une conscience un peu plus globale avant de poser certains gestes ou, après l'avoir posé, vont s'en vouloir et la prochaine fois, vont y penser à 2 fois parce que ça va être très coûteux. Effectivement. Donc, l'autre truc qu'il faut savoir, c'est que la charge dans le dos, ça, c'est impardonnable. Il n'y a plus de 2 minutes, ni de 2+10, comme je viens de dire. C'est 5 minutes et expulsion pour la rencontre. On ne peut pas donner 5 minutes tout seul, par exemple, pour charge dans le dos. Donc, dès que tu es coupable d'une charge dans le dos, c'est merci, bonsoir. Et il y a de fortes chances que tu sois suspendu. Attention. La charge contre la bande peut donner 2 minutes. On peut donner 5 minutes tout seul aussi. On peut donner 5 minutes plus méconduite pour le match également. Donc, beaucoup plus de marge de manœuvre pour les arbitres. La charge contre la tête, 2 minutes tout seul ou 5 minutes plus expulsion pour le match. Donc, petit changement, 2+10 auquel on était très, très habitué. La pénalité de 2+10, qui est un peu la pénalité petit bras entre les deux, le petit bras, ça devient le 5 minutes tout seul pour boarding. L'idée, c'est que si tu fais un geste violent, mais que tu n'avais pas l'intention de le blesser, alors tu peux donner 5 minutes tout seul. Voilà, beaucoup de marge d'interprétation aux arbitres. À noter, par exemple, que vous ne pouvez pas donner 5 minutes tout seul pour slashing, ni pour cross-check, donc les 2 fautes avec la crosse. Donc, beaucoup de petits détails là qui vont changer. L'autre gros thème qui va changer, c'est le coach challenge. Le coach challenge. Alors, Steph, avant que tu parles sur le coach challenge, puisqu'il y a des questions sur la vidéo et les pénalités de Patrice et de Hugo, les arbitres en Suisse ne vont pas aller voir la vidéo pour une charge à la tête ou revoir un 5+ match. Non, ni pour un 2+2. Non. Comme un NHL, ça a été biffé du règlement. On n'a pas voulu appliquer ça en Suisse. Mais c'est dans le règlement IHF, par exemple. Je pense que oui. Je pense qu'en Ligue des Champions, ils peuvent aussi aller regarder la vidéo après un peu. Mais ce que tu dis, Steph, c'est qu'en gros, les 2+10 vont donner des 5 minutes cette année. Donc, ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de jeux de puissance. On va là-dessus. Avant boarding, c'était automatiquement 2+10, c'était le minimum. Là, on peut donner 2 et 5. Donc, peut-être qu'on va donner que 2 pour boarding au lieu de 2+10. Donc, mais Steph, je ne sais pas si on peut faire cette... Et le 2+5, il est possible ou pas? Non, c'est pour 2 pénalités différentes. Donc, tu peux avoir 2+5 si tu es instigateur d'un combat, par exemple. Mais Steph, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec mon analyse un peu du truc, là, mais quand on arrive avec des nouvelles règles comme ça, je pense qu'en début de saison, on va en avoir beaucoup des 5 minutes se donner. Plus les matchs vont être importants, moins l'arbitre veut jouer un rôle décisif dans le match et plus on va avoir des 2 minutes où le sifflet va être rangé. Moi, c'est mon avis. C'était plus facile de donner un 2+10, j'ai l'impression, que donner un 5 dans un match où une place en play-off se joue. Le 5 était dur à donner parce que le gars était expulsé du match, il y avait une amende, etc. Maintenant, tu peux recevoir, pour 8 pénalités, tu peux recevoir que 5. Alors, l'arbitre, moi, je pense que les arbitres vont le donner le 5 parce que c'est 5 minutes
Si c'est moindrement violent, c'est 5 minutes. 5 minutes de pipi, c'est conséquent. Et le gars n'est pas chassé, il n'y a pas de suspension automatique, il n'y a pas d'enquête automatique, etc. Ils seront revus, ces scènes-là, évidemment. Mais je pense que moi, ce qui risque d'arriver, j'en ai parlé aux arbitres et ça les fait sourire, évidemment, c'est que comme une charge dans le dos est pénalisée de 5 plus match automatique, c'est très conséquent. On peut s'attendre à une suspension. Si on hésite entre un boarding et une charge dans le dos, ce qui est parfois la zone n'est pas très claire, on va aller pour 5 minutes boarding. Comme ça, il n'y a pas de match, pas de rapport à écrire déjà. Ça, vous ne vous rendez pas compte, mais pour les arbitres, c'est pas mal. De toute façon, il y a les 5 minutes. Et de toute façon, il y a les 5 minutes. Donc, pour l'équipe adverse, ça ne change pas, pas grand-chose. Tout le monde est content. Il y a 5 minutes de power play, puis le gars n'a pas d'amende et tout. Les joueurs sont assez contents avec ça. Il y aura un geste spécial pour les 5 minutes? Ou bien c'est quand ça sera affiché à l'horloge qu'on verra que c'est 5? Affiché à l'horloge. À mon avis, Jérôme, quand on verra l'arbitre parler à la table de marque, c'est qu'il y aura 5. Non, mais là, je me mets à la place du public. Est-ce qu'ils devront attendre l'horloge ou bien est-ce qu'on a inventé un signe en général, ils font pour signe. Dire que c'est 5, quoi. C'est ça. 2 plus 2, comme ils font signe 2 plus 2, par exemple. On risque d'avoir plus souvent des gestes avec les doigts de la part des arbitres. Voilà. Steph, qu'est-ce qu'on ferait pas pour éviter de la paperasse, quand même? Évidemment. Vous savez, les arbitres, après les matchs, ils ont un paquet de rapports à écrire, évidemment, pour un petit moment. Hein. Toutes les actions litigieuses, le timing est envoyé, etc. Donc, le boulot des arbitres au niveau paperasse, c'est agrandi. Qu'est-ce que je peux dire autre sur ces pénalités? Tu parlais des coach challenge. Coach challenge, ouais. Voilà. Je revenais, je voulais parler des cross-out. Alors attends, juste avant que tu parles de ça, il y a Romain Beuchat qui nous demande si après on peut revenir pendant 5 minutes après un but, on peut revenir sur la glace. La réponse est non. Les 5 minutes sont incompressibles. Incompressibles. Purge 5 minutes de pénalité, qu'importe le nombre de buts marqués. Voilà, exactement. Voilà. Et ce que je voulais dire sur les cross-out qui peut surprendre les gens, c'est qu'on a l'habitude d'avoir des pénalités pour cross-out, tout ce qui est accidentel ou pas, automatique. Maintenant, on fait comme la NHL. Ça veut dire que, par exemple, si un joueur tire au but, fait un slap shoot, en arrière, en avant, le geste avec la canne, s'il touche un adversaire alors qu'il effectue un tir, même s'il le blesse, il lui fend le nez en deux, il n'y a pas de pénalité. Donc, c'est un geste qui est considéré comme normal et puis pas de chance si tu te fais blesser là-dessus. Ça, c'est nouveau. La même chose à l'engagement. Un joueur qui essaie de prendre l'engagement à la régulière passe dans le vide et puis touche un adversaire au visage directement. Il n'y a pas de pénalité pour ça. Donc, les gens vont peut-être être choqués au début de ça. C'est un règlement que les joueurs apprécient aussi parce qu'ils ont toujours trouvé que ça n'avait pas de sens d'être pénalisé alors qu'on tirait au but. Ça, c'est... voilà. L'autre truc qui va changer, c'est le coach challenge. Et ça, c'est un truc qui, ça fait discuter les buts. Les arbitres, on a souvent dit, nous, dans le passé, que les arbitres, ils vont vérifier pour être sûr d'être certains. À chaque fois qu'il y a un petit doute, on va vérifier. S'il n'y avait pas une éventuelle obstruction la semaine dernière ou il y a 10 minutes ou quoi que ce soit, ou quelqu'un qui est aux toilettes qui gênait la vue du gardien. Donc, mais cette année, on a décidé que pour les situations d'obstruction sur le gardien, les arbitres n'ont pas la liberté d'aller voir de leur propre chef. On va aller consulter les éventuelles obstructions sur le gardien uniquement à la demande des coachs, sur le challenge des coachs, le coach à l'attaque ou le coach à la défense, évidemment. Et là, voilà. Donc, la décision est prise sur la glace. Les coachs peuvent faire opposition ou non pour 3 raisons, notamment l'obstruction sur le gardien, c'est la plus importante. Ils peuvent aussi challenger pour une passe avec la main qui aurait eu lieu avant le but dans la zone d'attaque ou une passe avec une cross-out entre 2 joueurs. Attention, entre 2 joueurs, ou un puck dans le filet qui n'aura pas été vu par les arbitres. Ça, on peut challenger ça. Et on peut aussi challenger le hors-jeu, comme avant. Alors, tout ça, les arbitres ne peuvent pas aller de leur propre chef à la demande. Et si le coach challenge est refusé, ça veut dire qu'on a challengé pour une obstruction, il n'y a pas d'obstruction sur le gardien. L'équipe sera pénalisée pour la première demande non fondée pour 2 minutes et pour toutes les demandes non fondées subséquentes de 2 plus 2. Donc là, en fait, je vous traduis ce que les arbitres ont dit. Maintenant, la pression est sur les coachs. L'arbitre prend une décision sur la glace, doit vivre avec, peut tricher un peu sur l'écran géant, mais il ne peut pas aller voir la vidéo de son propre chef. Et c'est les coachs qui, après révision, vont décider ou non. Donc, s'il y a une obstruction sur le gardien qui a été ratée, les spectateurs ou les fans pourront s'en prendre peut-être au coach d'équipe de dire pourquoi il n'a pas challengé. Il me semble qu'il y avait une obstruction. Mais dans le doute, on va peut-être s'abstenir. Donc, on va peut-être sauver un peu de temps. À voir. Steph, t'as pas. Vas-y, termine. On peut aller voir. En fait, ne mélangez pas tout. Les arbitres pourront aller voir leur propre chef toutes les autres situations possibles que celles que je viens d'énumérer, c'est-à-dire le gars qui marque avec une cross-out, le kick,
imaginez la POC qui a franchi la ligne. Voilà. Toutes les autres situations sont revisionnables au gré, suivant au désir des arbitres, de façon habituelle. Et Stéphane, dans le chat, tu parlais justement des coachs challenge, des hors-jeux. On a la question de Stéphane. Est-ce qu'il y aura des caméras à la hauteur de la ligne bleue pour les hors-jeux? Parce que ça va devenir problématique s'il y a des coachs challenge. Si tu utilises un coach challenge, tu avais raison, entre guillemets, mais on n'est pas capable de le prouver, ça devient un peu problématique. C'est 2 minutes quand même. Donc, les coachs savent qu'il n'y a pas de caméra sur les lignes bleues. Et la meilleure caméra pour ça, c'est la caméra 1 que vous avez avec laquelle le match est filmé presque en entier, où on a une vue en angle. Donc, si ce n'est pas concluant, c'est 2 minutes quand même. Les clubs doivent savoir, se douter que ce ne sera pas concluant. Donc, s'ils décident de challenger, c'est à leur risque. Je vais introduire aussi que ça me donne l'occasion de parler aussi de ce changement pour les hors-jeux à la ligne bleue. Jusqu'à maintenant, pour qu'un joueur ne soit pas hors-jeu et son patin devait être en contact avec la ligne bleue ou la zone centrale. La ligne bleue fait partie de la zone centrale lorsqu'on entre dans la zone. Mais maintenant, si un joueur a le pied au-dessus de la ligne bleue, donc la ligne bleue doit être vue en hauteur. Donc, si vous avez le puck dans les airs, le patin dans les airs, mais au-dessus de la ligne bleue, il n'y a pas de hors-jeu. Et évidemment, c'est revisionnable aussi, mais imaginez qu'il y aura l'effet parallaxe pour ça et ça va être un joyeux festin. Je pense, Stéphane, qu'avec ces deux situations, on va rapidement avoir des caméras sur les lignes bleues. Peut-être pas au cours de cette saison, mais la saison prochaine. Et puis, je voulais juste revenir sur ce que tu disais par rapport aux obstructions sur le gardien. L'arbitre peut décider, avant que le but soit marqué, qu'il y a obstruction sur le gardien, et puis annuler le but. Et dans ce cas-là, le coach de l'équipe qui a marqué peut dire « Je ne suis pas d'accord avec toi » et demander un challenge. Le challenge est pour les deux équipes. Hein. Si un but est refusé sur la glace, tu peux dire « Moi, je challenge, je pense qu'il est bon ». Les deux équipes peuvent challenger. Les deux équipes ont le droit à un challenge par arrêt de jeu. Chaque équipe, un challenge par équipe par arrêt de jeu. Donc, par exemple, on peut aussi challenger, un coach peut challenger l'obstruction sur le gardien, puis sur la même arrêt de jeu, l'autre challenge le hors-jeu. Ça, c'est possible aussi. Mais effectivement, ce n'est pas que l'équipe à la défense qui va. Les deux équipes peuvent, s'ils ne sont pas en accord avec la décision, positive ou négative pour eux, ils peuvent challenger une décision. Et le joueur qui part en pénalité, si le coach challenge est refusé, c'est n'importe quel joueur ou c'est un joueur qui était sur glace? Il n'y a pas de pénalité. On ne peut pas donner de pénalité sur la base de la vidéo. Ça ne change pas. Non, mais si le challenge est refusé. Oui, c'est n'importe quel joueur. D'ailleurs, toutes les pénalités, c'est une parenthèse, toutes des pénalités de banc mineur. Exemple pour surnombre. Tout ce qui est retarder le jeu, etc. Retarder le jeu, pas forcément dans toutes les situations, mais tout ce qui est pénalité de banc mineur, c'est n'importe quel joueur qui peut purger, pas forcément un joueur sur la glace. Ça s'applique aussi pour la pénalité au gardien s'il fait une faute, retarder le jeu. Ouais, c'est aussi n'importe quel joueur, il n'y a plus besoin de son joueur sur la glace. Exact. Il y a des juniors qui vont aller faire quelques séjours sur le banc de pénalité. On a simplifié le truc parce que finalement, c'est le joueur sur la glace. Vous voyez les juges de ligne écrire le truc sur un petit papier. Puis bon, au bout d'un moment, ça ne fait pas de sens. Ouais. Et puis, oui, je veux juste encore dire 2-3 petits trucs. Il y aura un paquet de petits détails que certains spécialistes vont remarquer un peu plus que d'autres. Il y aura beaucoup plus de situations où l'équipe à l'attaque pourra choisir le côté de l'engagement, notamment au début d'un power play, on pourra choisir de quel côté on met l'engagement. Après un icing, c'était déjà le cas. Après une cage déplacée, il y a plus de restrictions aussi sur les temps morts. Après un dégagement interdit, l'équipe qui a fait le dégagement interdit ne peut pas demander de temps mort et l'équipe à l'attaque peut choisir le côté de l'engagement. Paquet de petits détails comme ça où on va donner beaucoup plus d'avantages. En gros, l'idée, c'est de donner toujours plus d'avantages à l'équipe à l'attaque. Autre situation, si un joueur à l'attaque déplace la cage en zone d'attaque, l'engagement suivant reste en zone d'attaque, alors qu'avant, on allait devant. Si un joueur à l'attaque, un défenseur, tire depuis la ligne bleue directement dans le filet protecteur, jusqu'à maintenant, on sortait de la zone. Là, on va rester en zone d'attaque. Donc, tout ça, ça favorise de l'attaque, ça met l'équipe en défense dans la Moïse. On veut évidemment du spectacle et des buts. Alors, on remercie Denis qui précise que ce n'est pas applicable en Regio League, donc tout ce qui est en dessous de la Swiss League. Non. Et puis on va se joindre à Orlan qui te remercie pour nous avoir éclairé sur ces nouvelles directives arbitrales. Et puis on va passer. Et Pascal, juste avant, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est une zone grise plus grosse. Ça nous donne, nous, à overtime. Des magnifiques débats pour la prochaine saison. Des overtime de 2 heures. D'après moi, les règlements ont été faits pour nous. Moi, c'est ce que je retiens. Préparez votre repas de midi en fonction de overtime le lundi. Avec le souper, avec. Et puis les gars, la zone grise est dans le règlement. La règle 69, je ne me souviens plus quelle alinéa exactement, ça dit que
c'est possible qu'il y ait des situations, c'est marqué pour les obstructions sur le gardien notamment, c'est possible que ce ne soit pas tout noir ou tout blanc. C'est marqué dans le règlement. Voilà, il n'y a pas dit zone grise, mais ce n'est pas tout noir ou tout grand. Ça veut dire tout noir ou tout blanc, ça veut dire qu'il y a une zone grise. Et elle est dans le règlement et ça dit exactement mot pour mot qu'il faut accepter le fait qu'on peut avoir 50 spécialistes autour d'une table, arbitre et coach, puis on arrive à une situation où on a 25 pour, 25 contre, et puis c'est réglé. La meilleure façon de régler ça, c'est d'avoir un nombre impair, messieurs. Ou de régler ça sur overtime. Voilà. En fait, c'est pas Stéphane qui a écrit le nouveau règlement, c'est pour ça. Ok, je vous propose qu'on avance et puis qu'on passe au premier des clubs, à savoir le finaliste, Genève Servette. Et pour nous parler du nouveau club de Valtteri Filppula, 37 ans déjà, comme le signalait Nicolas Chauerand tout à l'heure, c'est Jérôme qui va prendre la parole. Oui, merci Pascal. Exactement, Genève Servette, tu l'as dit Pascal, finaliste l'année passée en ayant terminé 6e de la saison régulière, finaliste un peu surprise, alors que Zoug, on attendait vraiment en finale. Genève Servette qui a eu un été un peu, on va dire, tranquille, sauf peut-être pour Linus Omark, avec 6 départs chez les Aigles. Linus Omark, Eric Fer, Daniel Manzato, Timothy Cast, John Fritschet et Enzo Guébet. 4 arrivées. Valtteri Filppula, Marc-Antoine Pouliot, Benjamin Antonietti et Stéphane Charlin, même si Stéphane Charlin était déjà là, mais cette année, ça sera vraiment le numéro 2. Et quand on voit la liste des départs, bien évidemment, on ne peut que parler d'abord du départ de Linus Omark, qui a fait qu'une saison à Genève, 59 matchs en comptant la saison régulière et les playoffs, 71 points. Sur la glace, il a été très bon, il a été décisif en playoffs. Alors parfois, on a parlé de son attitude sur la glace. On se souvient d'un penalty, notamment qu'il avait tiré un petit peu de manière bizarre. On dit que dans le vestiaire, il n'a pas forcément été le meilleur coéquipier qu'on peut avoir. Mais quand il a fallu faire le job, il a fallu faire le job. Et ça peut être une grande perte pour Genève Servette. Il y a aussi Eric Fer qui part. 2 saisons, lui, à Genève Servette. 105 matchs, 82 points. Lui aussi, ça va être une perte parce que dans le jeu physique, il était très très fort. Il savait mettre de la place devant le gardien adverse. Il faisait un peu peur aux adversaires aussi parce qu'il est grand, il est gros. J'aurais pas aimé le prendre à pleine vitesse dans la bande, je vais être honnête. C'est vrai qu'il peut faire peur. Lui aussi, il a fait un gros travail. D'ailleurs, c'était un buteur parce que pendant qu'il était à Genève, Genève a marqué 340 buts. Et Eric Fer en a marqué 39 à lui tout seul. Ça fait plus de 11% des buts. Donc on voit vraiment l'impact qu'il a sur cette équipe. Et puis l'autre transfert, c'est Daniel Manzato qui est parti à Berne, un numéro 2, on va dire, de haute voltige. Il a remplacé Desclous en play-off de façon magistrale. C'est aussi grâce à lui que Genève est allé en finale. Donc 3 départs qui peuvent peser du côté de Genève Servette. Et puis pour remplacer Omark et Fer, il y a Valtteri Filppula, un Finlandais. Alors du côté de Genève, on n'a pas misé sur les jeunes. Filppula, 37 ans, Pouliot, 36. On allait chercher des hommes d'expérience. Filppula, il a une immense expérience de NHL, plus de 1200 matchs. Il vient de Détroit. On dit de lui que c'est un excellent patineur, un très bon passeur. Il ne joue pas forcément physique. Donc là, ça peut changer de Pouliot, mais ça rejoint un peu Omark, qui ne joue pas forcément physique. Et puis surtout, on dit de lui qu'il sent très bien le jeu. Donc, il pourrait être très utile sur les séquences de désavantages numériques. En fait, on a l'impression qu'il anticipe hyper bien le jeu adverse et il peut être important là. Et puis, Marc-Antoine Pouliot, on le connaît, il vient de Bienne, 4 saisons et demie à Bienne. Le copain sur glace de Tony Rayala, il faudra qu'il trouve une autre personne avec qui s'entendre aussi bien. On dit que Pouliot va manquer du côté du HC Bienne, donc quand un joueur part d'une équipe et qu'il va manquer, c'est que forcément il va amener un plus dans sa nouvelle formation. Donc là, je pense que c'est un bon transfert pour Genève Servette. Pouliot, 36 ans, il relance sa fin de carrière, on va dire ça comme ça. Et puis Pouliot, il me fait aussi penser à Eric Fer parce que c'est quelqu'un hors de glace qui est super sympa. Marc-Antoine Pouliot, toujours un petit mot. Mais sur la glace, il ne faut pas le chercher parce qu'on sait qu'il a un gros tempérament. Il écope parfois de pénalités un peu stupides pour des sautes d'humeur, un petit peu comme Eric Fer. Donc, c'est presque du poste pour poste. Et puis, l'avantage de Filppula et de Pouliot, c'est que ce sont 2 joueurs qui peuvent jouer au centre et à l'aile. Donc ça peut aussi donner un petit plus au coach. Est-ce que Pouliot va prendre 151 minutes de pénalité, dont 2 tiers pour indiscipline envers les arbitres? Alors ça, je ne sais pas. Il faudra qu'un petit peu, mais c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé l'année passée.
faudra voir comment on arrive à le calmer du côté de Genève. Après, moi, du côté de Genève, ce que j'espère pour eux, c'est qu'ils ne vont pas se dire « Ok, on a été finaliste, on a absolument ce statut à défendre », parce que je pense que c'est se mettre de la pression un petit peu pour rien. Ils ont fini 6e de la saison régulière. Sur les 5 dernières saisons, ils ont fait 2 fois 8e, 2 fois 6e, 1 fois 4e. Donc, ce n'est pas forcément une équipe qui est souvent en haut du classement. Donc, ok, ils ont un statut à défendre, ils ont envie d'aller chercher cette finale, voire le titre, mais je pense qu'il ne faudrait pas se mettre de pression inutile. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Moi, Jérôme, tu vois, c'est une équipe que je voyais bâtie pour les playoffs. Je ne sais pas, Steph, si tu es d'accord avec moi, là, mais c'est souvent la discussion qu'on avait avec l'expérience de playoffs que cette équipe-là avait. Oui, Valtteri Filppula amène une expérience de playoffs parce qu'il a gagné une Coupe Stanley dans sa carrière avec les Red Wings de Détroit. Par contre, ce n'est pas le joueur qui est bâti comme on imagine un joueur de playoff normalement. C'est un joueur qui est plus un fabricant de jeu, qui n'est pas très physique, qui est responsable, mais qui est très vieux. Très vieux. On le met entre guillemets, Steph, je veux pas t'insulter, là. Si lui est très vieux, les gars. Bon, moi aussi. Écoute, Joe, t'es un petit gamin. J'ai 3 mois d'écart avec Filppula, alors le très vieux. Hein. Pour un joueur, il est très vieux. Pour un joueur de hockey, on s'entend. Donc, on augmente évidemment la moyenne d'âge. Moi, honnêtement, quand j'ai vu la signature de Filppula, je n'étais pas surpris. Le joueur, je ne m'attendais peut-être pas à Filppula, mais je n'étais pas surpris qu'on aille chercher un joueur qui avait de l'expérience NHL parce que tu devais remplacer quand même Eric Fehr, qui est un ancien gagnant de la Coupe Stanley, beaucoup d'expérience en NHL. Tu devais remplacer Linus Ullmark, qui est un joueur extrêmement talentueux. Tu ne pouvais pas simplement signer un athlète qu'on ne connaît pas trop, qui a évolué, qui a eu un peu de succès en AHL. Tu devais signer quelqu'un avec un CV, un pedigree qui parlait de lui-même. Et Filppula, c'est exactement ça. Est-ce qu'il est trop âgé pour avoir un rôle de premier plan dans cette équipe? Je ne pense pas. Je pense qu'il va réussir à tenir, surtout avec une saison de 52 matchs. Ce n'est pas le rythme de match de la NHL avec les voyages de la NHL. Je pense que ça peut aider à son âge, mais j'ai quand même hâte de le voir évoluer. Steph, je ne sais pas à ton avis par rapport à Filppula. C'est un excellent joueur, c'est un fabricant de jeu. Ce n'est pas Linus Ullmark dans le sens où il n'y a peut-être pas la touche ou l'étincelle offensive, plus l'étincelle offensive de Linus Ullmark. C'est peut-être pas un spécialiste du PP, mais c'est un joueur qui est complet, qui est très bon défensivement, qui peut jouer à 4, peut aussi jouer sur le PP. D'abord, c'est un joueur de centre qui joue dans les deux sens de la patinoire. Ce n'est pas un unidimensionnel comme Linus Ullmark. Il ne faut pas s'attendre qu'il soit aussi spectaculaire, aussi fantasque qu'Ullmark, ça c'est sûr, mais c'est un joueur qui sera très, très utile à son équipe. Ce qui me dérange, moi, dans ces joueurs de 37 ans, des très vieux joueurs, comme tu les appelles, c'est que quelle sera sa motivation? Fehr, quand il est arrivé, on s'est posé la même question, il a rendu de fiers services, notamment en play-off. Il a été la bougie d'allumage, il a été le gars qui a replacé tout le monde dans le vestiaire, qui a mis les choses en place, qui faisait craindre l'adversaire. Il a agi comme leader. Est-ce que, justement, Filppula, est-ce qu'il vient là pour prolonger sa carrière parce qu'il n'a plus besoin d'argent, le garçon, il a gagné, je pense, 50 millions ou quelque chose comme ça. Il vient là, sa motivation n'est pas financière, sa motivation, c'est encore de jouer au hockey un petit peu. Est-ce qu'il va venir là pour se dire, bon, je vais visiter la Suisse, ça va être sympa pour la famille, etc. Ou il va venir là, le couteau entre les dents? C'est la question que je me pose. Son utilité est indéniable. Si le gars joue au hockey comme il est capable, ça va être un excellent joueur de hockey. Steph, mais quelle sera sa motivation ultime? Est-ce qu'il veut vraiment se faire mal? Est-ce qu'il veut vraiment gagner un championnat à Genève? C'est toujours la question que je me pose avec les joueurs de cet âge. Moi, Steph, j'ai envie de répondre, ça va dépendre des résultats de Genève. Si Genève tire de la patte, si Genève connaît des difficultés, je n'ai pas l'impression que ce type de joueur sera le genre de joueur qui sera les plus impliqués. Et si tout va bien puis qu'on voit qu'il y a un espoir de play-off, un espoir, parce que les gars, ils jouent pour ça, ils jouent pour le plaisir de jouer en play-off, ils jouent pour ajouter un championnat, c'est peut-être si Genève va bien qu'on va voir un Valtteri Filppula 100% impliqué et même plus. C'est toujours le point d'interrogation. Le gars, il raconte son histoire, j'ai lu ça quelque part. Ouais, on m'a appelé, il m'a proposé ça, je me suis dit pourquoi pas. OK. Donc le gars, voilà, pourquoi pas. Il y a Hugo dans le chat qui dit, pour moi, c'est comme Justin Abdelkader. On dit qu'il est fini, mais je pense pas. Mais on voit qu'Abdelkader, justement, son utilité était en play-off. C'est un joueur de play-off, c'est un joueur extrêmement physique. Je pense qu'il a montré son utilité à ce moment-là, ici en Suisse. Donc, Filppula, c'est vraiment un style de joueur différent. Pour rajouter au départ, il y a un commentaire de Stéphane dans le chat que j'ai trouvé très intéressant, Pascal. Il y a aussi le départ de Damien Ria. Non, Damien Ria, techniquement, n'a pas fini la saison. Techniquement, n'était plus dans l'équipe de Genève parce que c'était un prêt. Déjà loin.
Il était déjà loin, en mais fin de pour saison. moi, c'est la plus grosse erreur de Genève cet été, c'est de ne pas avoir... D'ailleurs, c'était une erreur l'année dernière dans le contrat, dans l'entente avec Washington. On aurait déjà dû garder ses droits ou signer ses droits en Suisse. Est-ce que Ria voulait? Je ne sais pas. Ça, c'est propre à lui. Mais pour moi, c'est probablement une autre des grosses pertes parce que c'est un joueur suisse et c'est un joueur qui pouvait espérer près du point par match, Pascal. Moi, je vois plusieurs aspects dans le côté Ria signé à Lausanne. C'est la volonté du joueur, tu l'as dit, la volonté de Washington aussi, et puis les liens que les GM respectifs ont avec la NHL. Marc Gauchis, c'est un inconnu en Amérique du Nord. Exactement. Tu as tout compris. Quelle était la confiance? Et puis, il n'y a plus un Chris Maxorley. Témon, c'est pas pour lui faire une insulte, mais en Amérique du Nord, c'est un joueur qui a été bon en junior dans les années au mieux. Donc, c'est pas. Tandis que là, on a en face, on a un Petr Svoboda qui a beaucoup de contacts en NHL encore. Et peut-être que Washington s'est dit que c'était plus à même pour Damien Ria. Moi, il y a quand même un truc qui me semble un petit peu bizarre. C'est bon, alors, ok, on est en année olympique. La AHL s'arrêtera certainement pas pour les joueurs qui pourraient aller aux Jeux Olympiques. Donc, c'est l'opportunité pour Damien d'aller à Pékin et de se montrer à Pékin. Mais il est dans sa dernière année de contrat avec Washington et il n'est pas en Amérique du Nord. Donc, il va moins être visible pour les dépisteurs et les recruteurs des autres équipes. Parce que ça va être compliqué pour lui de se faire une place à Washington. Ah non, mais on en parlera peut-être plus tard quand on parlera de Lausanne avec Jean-Philippe. Mais pour moi, Damien Ria, l'aventure nord-américaine est terminée. C'est un signal fort de le ramener en Suisse, alors que là, en Amérique du Nord, il n'y a plus le taxi squad. Donc, on va avoir en AHL les meilleures équipes fermes, les meilleurs clubs fermes avec les meilleurs espoirs des clubs et qu'on s'en débarrasse et qu'on l'envoie en Europe. Ça, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse qu'on peut faire, tu l'as dit, la saison d'AHL l'année passée, il y a des joueurs qui ont connu du succès, etc. Mais il ne faut pas oublier que l'AHL, c'était les équipes B parce que tu avais les 5, 6, 7 meilleurs joueurs de chaque équipe qui étaient dans le taxi squad qui n'ont pas joué de l'année. Donc, si tu n'as pas connu de succès dans une AHL affaiblie, voire nettement en dessous de l'habitude, c'est compliqué. Donc, dans le milieu, beaucoup de gens savaient qu'il ne figurait plus dans les plans de Washington, en tout cas à court terme. Donc, Pascal, tu as tout à fait raison en disant que Petr Svoboda a un avantage sur à peu près tous les GM suisses, c'est que lui a été agent en Amérique du Nord, a joué là-bas et connaît absolument tout le monde. Donc, lui, il a plein d'infos. Et le dossier Malgin, si Malgin a tiré à Lausanne, voilà, c'est uniquement à cause de ça des liens de Petr Svoboda avec Toronto. Parce que Lausanne entretient de très bonnes relations, notamment avec Toronto. Et ça explique un peu le commentaire de Nicolas qui dit Damien Ria s'entraînait cet été à Genève et même pas une offre qu'il a reçue de Genève. Mais il n'y a pas que les GM. J'ai entendu des choses bien bizarres, là. Mais pour revenir au GM, c'est sûr et certain que Svoboda était probablement plus au fait de la situation de Damien Ria en Amérique du Nord que pouvait l'être Gauchi. Attention, je ne pense pas que Damien Ria s'entraînait avec Genève cet été. Je pense qu'il s'entraînait individuellement avec, la cellule de son agent, notamment quelques beaux matins d'été au bord du lac à Lausanne. Voilà, et puis à la Vallejo sur la glace. Voilà, donc... Voilà. Je propose qu'on termine la parenthèse Genève avec une question de Hugo. Selon vous, est-ce que Linus Omark va revenir? Alors, de ce que j'ai pu voir en Suède, il a signé 1 an plus 2 ans en option avec Luleå. Il est censé revenir en 22-23, mais j'utilise bien le terme censé. L'option me fait dire qu'il va peut-être pas revenir et qu'il va devoir trouver un accord avec Genève pour rester en Suède. Est-ce que Genève voudra le revoir? Parce que oui, c'est un joueur de talent, oui, mais dans le vestiaire, c'était pas top toujours. Je veux dire, l'ambiance dans le vestiaire, est-ce qu'on aura pris un autre tournant? Est-ce que Marc-Antoine Pouliot sera suisse? Est-ce qu'on aura un autre étranger qu'on aura fait venir? Est-ce que Phil Poulin voudra prolonger sa carrière? Des questions, il y en a une tonne. Donc, est-ce que Omark va être encore dans les plans de Genève Servette l'année prochaine? Ça, c'est une autre question. Oui, on sait qu'il a avec son club suédois, il a d'excellents rapports. C'est un ami personnel d'un des propriétaires qui a fait fortune là, dans les jeux vidéo. Et voilà, il y a peut-être un incitatif à rester dans son pays. Puis, écoute, Linus Omark aura 35 ans? Là, il avait 33, 34 cette année, 35 l'année prochaine.
Bon, c'est pas l'âge qui fait peur à Genève. Là. Non, effectivement, mais peut-être que finalement... Il faut le dire, Winnick à quoi? 36, 37 aussi. Donc, c'est quand même 3 étrangers à plus de 35 ans, à plus de 36 ans. Mais peut-être que lui... Ça a 31 ans, donc ça fait... Peut-être ça compense. On joue peut-être que lui voudra rester dans l'hiver suédois dans les prochaines années. Très sombre. L'hiver très sombre suédois. Il reste à voir. Je propose qu'on enchaîne, donc on va dire merci à Jérôme Beuchat qui a d'autres obligations dans pas longtemps du côté de la Tissot Arena avec une conférence de presse. Exactement, merci. Bon après-midi. Salut Jérôme. Toi aussi. Stéphane, tu bouges pas, on revient dans quelques instants avec toi et surtout avec Jean-Philippe. On va parler bien évidemment des deux autres clubs. Oui, et Pascal, avant de finir sur Genève, là, il y a un des transferts qu'on n'a pas beaucoup parlé, c'est Manzato parti. Ben, c'est sûr que Manzato, c'est quand même une grosse perte, surtout avec les playoffs qu'il a connus. Mais on le voyait venir, ce départ, avec la prolongation de contrat qu'on avait, avec les 2 contrats qu'on avait offerts à Gauthier Desclous et à Stéphane Charlin. On voulait y aller avec ces 2 gardiens-là. Charlin est très jeune, à 21 ans, mais à un moment donné, si on regarde le travail de Manzato l'année dernière, en saison régulière, c'est 9 matchs. Est-ce qu'on est prêt à donner ces 9 matchs à un jeune gardien d'avenir pour qu'il se développe derrière Gauthier Desclous? À Genève, la réponse est oui. La seule inquiétude, c'est si Gauthier Desclous se blesse, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est peut-être là où la profondeur devant le filet va être peut-être un petit peu plus à risque que l'année dernière avec un vétéran comme Manzato. Oui, parce que rappelez-vous que si ça n'avait pas été Manzato, le backup de Desclous, Genève, la belle histoire de Genève se serait arrêtée beaucoup plus tôt, à mon avis. Sans rien enlever à Stéphane Charlin. Mais ce que Manzato a fait, c'est quand même exceptionnel. C'est une question d'âge et d'expérience rendue là. Steph, tu nous as introduit, sans le vouloir, Jean-Philippe, qui est maintenant dans notre écran. Salut Jean-Philippe. Bonjour à tous. Messieurs, on a parlé de Genève. On va parler des 2 autres clubs qui ont fait les playoffs l'année dernière en National League. Et on va commencer par Lausanne. Et Jean-Philippe, tu as analysé l'été de Lausanne comment? Non, alors c'est moi qui ai analysé. Pascal, excuse-moi. Jean-Philippe, ce sera pour Fribourg. On va commencer avec les transferts. Alors, je ne vais pas vous parler des départs parce qu'il y en a quand même eu pas mal, mais il y a 8 arrivées, enfin on va dire 7,5, puisqu'il y a toujours le cas Victor Östlund qui est en suspens de savoir s'il sera le 3e gardien à Lausanne, prêté en Swiss League ou prêté à Ajoie, ça dépend de l'entente entre les 2 clubs. Et les 7 autres arrivées, c'est Glauser de Langnau, Gernat qui vient de Trinec, Ria prêté donc par Washington, Fuchs, Baumgartner, Sekac et Varon. Il y a des arrivées de choix. En tout cas, Glauser, on a droit à un bon défenseur suisse, mais qui doit encore faire ses preuves avec un club ambitieux. On rappelle que quand il était à Fribourg, il était le junior qui est en train de monter. Quand il est parti à Langnau, il était dans un club où il n'était pas dans un club ambitieux. Et là, il se retrouve avec un club qui veut aller chercher le titre, clairement. C'est les intentions du LHC. Donc, à voir ce que pourra donner Andrea Glauser, même si on sait qu'il a beaucoup de qualité. Le nouvel étranger, Martin Gernat, on le connaît du côté du LHC, on rappelle qu'il avait joué quelques matchs en 2017-2018. Il a nettement progressé lors des 3 dernières saisons avec Trinec. Il est champion de Tchéquie en titre. Et surtout, il sera un pion important lors des 4 premiers matchs de la saison régulière, puisqu'on rappelle que Barberio est encore suspendu après son geste sur son double geste face à Andrighetto lors de l'acte 4 des quarts de finale. Enfin, moi, j'ai bien aimé voir Sekac et Varon ensemble lors des matchs de préparation. Ils se sont très vite trouvés, les deux, à voir si sur la longueur, ils peuvent confirmer. Il y avait une bonne ambiance avec Christophe Berchi également sur la triplette. Et puis, 3 renforts, on va mettre des guillemets, suisses, puisque Baumgartner, lui, il a la licence suisse avec Baumgartner, Fuchs et Ria. La condition là-dessus, c'est bien évidemment de les utiliser dans des rôles qui sont adaptés à leur qualité. C'est vrai que Baumgartner a plutôt joué dans le bottom 6 ses premiers matchs de préparation, mais c'est un joueur de top 9 clairement. Et enfin, le dernier changement important, c'est bien évidemment sur le banc avec John Fuchs qui reprend les rênes de l'équipe, à savoir quelle sera l'influence de Petr Svoboda sur les décisions cette année. Moi, ce que je souhaite aux Vaudois, c'est déjà d'avoir une saison plus calme que la saison passée. Il y a eu pas mal d'affaires qui ont malheureusement traîné autour du club vaudois et on a souvent plus parlé de ce qui se parlait en coulisses que sur la glace. Donc voilà, à voir si John Fuchs pourra mener les Vaudois à l'objectif qui est en tout cas les demi-finales clairement pour le club de la Vaudoise Arena. Bon, Pascal, tout d'abord, dans le chat, là, il y a Hugo qui demande, il y a John Fritzsche aussi. Il est pour l'instant encore en try-out.
C'est encore un essai, donc il n'y a pas de contrat. Et pour ce qui est de Victor Östlund, moi, j'avais parlé avec Gary Sheehan et tout semblait être joué pour qu'Östlund soit prêté à Ajoie pour cette saison. Donc, malgré le fait qu'il a signé avec Lausanne, il devrait être prêté pour être deuxième gardien du côté du HC C'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Oui, parce que c'est mieux pour lui de jouer en National League que de jouer en Swiss League, là, bien évidemment. Oui, puis surtout, on a vu l'année passée que si Stéphane ne jouait pas, il n'y avait pas de souci derrière avec Bolshauser et inversement. C'est certainement le duo le plus dominant de National League devant le filet. Steph, beaucoup de changements dans cette équipe, mais on devrait quand même avoir une bonne formation là, du côté de Lausanne. Je pense que Lausanne, en tout cas sur le papier, on parle toujours du papier, on est en début de saison, sur le papier, il y a quand même une bonne équipe. Je pense que ça risque d'être une équipe qui clairement doit être dans le top 6, parce qu'on peut parler de top 6 maintenant, parce que c'est quand même difficile, la 13 équipes top 6. Moi, je pense qu'ils doivent être, s'ils ne font pas le top 6, ce sera décevant, même si des fois, il y a peu de différence entre le 3 et le 7. Là. Et on tourne avec 5 étrangers. Alors, comment on va jouer 2-2, 1-3, un défenseur, 3 attaquants. Barberio, en début d'année, est suspendu, donc c'est clairement Garnat va jouer. Mais ça va être intéressant de voir comment John Foos va tourner ses étrangers pour les garder impliqués aussi, puis parce que après ça, il y a des égos. On a vu qu'à Fribourg, on se posait la question au début de l'année passée, puis finalement, c'est Brodin qui n'a quasiment pas joué toute la saison. Oui, il a été blessé aussi. Hein, il a été blessé, ouais, c'est ça. Donc, c'est peut-être une blessure psychologique plus qu'autre chose. Mais je vois ça, puis je me dis, il n'y en a pas un, j'en vois pas un là-dedans, clairement, qui est moins bon ou qui va être systématiquement mis de côté. Je pense que ça va donner une marge de manœuvre. Ça va être intéressant. Moi, ce que je vois de Lausanne, c'est une équipe qui risque d'être encore une fois la meilleure défensive de la Ligue. On a 2 gardiens qui peuvent aspirer, qui seraient numéro 1 dans bien des équipes. Donc, on a vu que Bolshauser nous a surpris en bien l'année passée. Donc, on a 2 gardiens qui peuvent se faire une saine compétition, même si Tobias Stéphane a encore une fois une année de plus. Puis quand on vieillit, à un moment donné, c'est peut-être l'année de trop, mais quand même, il me semble très aiguisé encore une fois. Et je pense Stéphane, la question on l'a posée pour Phil Poula, il a 37 ans, le Finlandais, c'est l'âge aussi de Tobias Stéphane. Est-ce que pour un gardien, ça a plus d'importance que pour un attaquant? On a vu Christophe Aluette jusqu'à 41 ans. Berra est plus tout jeune non plus. Moi, je pense qu'il est gros, il est épais comme une feuille de papier, le gars et tout. Il est souple et tout. Il a l'air d'avoir une hygiène de vie. Moi, je pense qu'il a encore 2-3 bonnes années. Mais petit à petit, on peut lui enlever un peu les responsabilités en championnat. Je ne pense plus qu'il peut garder 40-45 matchs, mais on peut en donner à Bolshauser. Là, on a un bon mix. Je pense, reste à savoir ce qu'on va faire de Tobias Stéphane l'année prochaine. On aura le temps d'y revenir. Moi, j'aime beaucoup la défensive de Lausanne. Écoutez, on a re-signé Frick et Elner pour 4 ans. Excellente décision. C'est 2 défenseurs qui arrivent dans les années prime, entre 25 et 30 ans, dans les meilleures années de leur carrière. C'est des gars qu'on allait chercher un peu bizarrement au début. Tout le monde se demandait pourquoi ces 2-là. Ils ont bien progressé. Ils sont au port de l'équipe nationale. J'aime bien Garnat qui arrive. Il est au sommet aussi de sa carrière. On est gros, on est grand, on est assez mobile, on a un peu d'offensive, on a beaucoup de défensive. On a Marty qu'on a été chercher, qu'on a engagé pour 4 ans aussi, qui arrive au sommet. Il a surpris tout le monde, un défenseur défensif qui bloque des tirs, qui fait peur à tout le monde sur la glace, qui frappe et qui frappe tout ce qui bouge. Donc, moi, je pense que les équipes adverses, quand ils vont jouer contre Lausanne, avec ce qu'on a vu aussi en play-off l'année passée contre Zurich, je pense que les attaquants adverses vont passer des soirées compliquées. Il y en a 2-3 qui vont jouer avec des œufs dans leur poche puis avec des rétroviseurs, parce que je peux vous dire que ça va jouer physique. Du côté de Lausanne, on est gros, on est grand, et ça ne sera pas facile de jouer contre cette défensive-là de Lausanne. Et je pense que ce sera leur grande force cette année. Jean-Philippe, je me tourne vers toi pour l'attaque parce que Steph nous a vanté la défense. Je pense que c'est unanime, là, la défense de Lausanne va être dominante, mais l'attaque, on a perdu 6 joueurs en attaque en tout. Là. Dans le tableau, on n'avait pas les départs, mais il y a des gros noms qui sont partis. Le top scoreur l'année dernière, Denis Malgin, qui a encore un gros point d'interrogation sur sa tête parce que ni en NHL, ni ici, il est engagé. C'est Charles Hudon qui était tout près d'1 point par match ou 1 point par match si je ne m'abuse. C'est quand même des gros noms qui sont partis. On peut penser à Brian Gibbons aussi. Est-ce qu'on a fait assez pour remplacer l'attaque ou peut-être même l'améliorer du côté de Lausanne? Moi, je pense que oui, on a fait assez. On ne va pas se retrouver avec 2 premières lignes à top 6. On va devoir parler d'un top 9 parce qu'il y a tellement de qualités qui sont arrivées. Maintenant, il s'agira de les faire cohabiter, ces qualités. Sur la glace,
OK, hors de la glace, quand on va dire à, je ne sais pas, à un Fuchs ou à un Baumgartner, écoute, tu as l'habitude de jouer sur le powerplay, mais chez nous, ce ne sera pas comme ça. Parce qu'il y en a du monde, hein. Il n'y a pas des places extensibles sur le powerplay. Tout le monde a envie de jouer là. Quand on parlait tout à l'heure des 5 minutes, des pénalités de 5 minutes qui seront là plus souvent, ben, il faudra les jouer, ces powerplay. Donc, on voit Sekac, Varon, Berchi, Fuchs, Emerton, Joris, Ria, Baumgartner, Kennins. Voilà, on est déjà à 9, on n'a pas parlé de défenseurs. Puis les défenseurs, il y a tout ce qu'il faut aussi. Alors, Barberio sera suspendu en début d'année. Gernat pourra prendre ce rôle sans problème. Mais il y a aussi Frick, il y a aussi Genadzi, il y a aussi Glauser qui avait ce rôle-là à Langnau. Donc là, c'est son job, hein, à John Fuss, de mettre tous ces gens, de faire le puzzle pour que tout le monde se sente bien et puis qu'on arrive à faire quelque chose. Pour l'instant, le powerplay en Champions Hockey League, après 2 matchs, l'échantillon est extrêmement faible, mais il y a 0 but. Donc, 6 opportunités de powerplay, pas de but. La mayonnaise doit encore prendre, on est en tout début de saison, mais on sait que c'est aussi très important de commencer la saison avec des points pour se retrouver dans une bonne position pour continuer d'avancer. Mais Pascal, justement, il y a énormément de talent. Puis là, Jean-Philippe nous a énuméré un top 9 qui est déjà bien garni. Il ne faut pas oublier non plus le 4e trio, là. Florent Drouet, Guillaume Maillard, Tim Bozon font partie de cette équipe-là aussi, vont se retrouver sur un 4e trio parce que leur rôle, évidemment, qui descend, dû à la grande profondeur. Mais comme le dit Jean-Philippe, là, il faut que la mayonnaise prenne aussi. Là. Il va falloir discuter avec ces joueurs-là qui ont des rôles différents normalement dans leur club. Bon, il y a 2 noms déjà qui ont l'habitude de jouer en 4e bloc. Hein. C'est Douai et Bozon. Mais même dans le top 9. Oui, il peut jouer dans le top 9. Je rajouterai encore Ken Yeager, qu'il ne faut pas oublier, qui lui est plutôt un futur top 9. Maillard aussi, hein. Il revient d'une saison quasi blanche. Ça fait quasiment 1 an qu'il n'a pas joué en compétition avec sa blessure au genou qu'il avait subie à Genève en Coupe de Suisse. À voir quelle peut être la place de ces jeunes-là. Mais en même temps, ça peut aussi amener une saine concurrence et forcer certains comme Fuchs, Ria, Baumgartner à stepper up, à amener un peu plus encore, à voir sur la longueur. Mais c'est clair que voilà, John Fuss, il a du travail. Et puis si John Fritzsche aussi, puisque on en a parlé tout à l'heure, est engagé, c'est aussi un joueur de 4e ligne. Donc effectivement, les places vont être très chères. Ça peut être sain. On l'a vu avec certains clubs, notamment suisse alémanique. Ça peut être aussi dangereux d'avoir parfois trop de joueurs parce que justement, comme on le disait, la discussion, ouais, mais bon, moi, je suis venu pour jouer sur le powerplay, mais je joue même pas le box-play. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver. Ça peut mettre certains joueurs au fond au niveau du moral, faire qu'ils arrivent avec les pieds en devant quand ils vont à la patinoire. À voir. Moi, je pense qu'à Lausanne, on prépare. Peter Svoboda est en train de. Il a hérité d'une équipe, celle de Jan Alston, qui a été formée par Jan Alston et puis Sacha Weibel et tout ça. Et puis là, il est en train de mettre sa patte sur cette équipe-là. Il a déjà fait des changements l'année passée. Il en fait et je pense qu'il est en train de préparer un surplus de joueurs cette année. Et si vous regardez dans cet alignement-là, il y en a qui finissent des contrats à long terme qui avaient été signés par Jan Alston et puis là, lui a été chercher des nouveaux joueurs qu'il a signés à long terme. Donc là, il y a beaucoup de congestion. Il y a beaucoup de gars qui sont en fin de contrat l'année prochaine. Hershey, qu'on a annoncé peut-être sur le départ. Joris est en fin de contrat. Allman est en fin de contrat. Il y a plusieurs joueurs qui sont... Genadzi aussi, notamment en défense. Donc là, il y aura moins de congestion l'année prochaine et on aura remodelé à partir de l'année prochaine. On pourra dire que cette équipe-là est celle de Peter Svoboda et pas celle dont il a hérité. Parce que je ne suis pas sûr qu'on va garder un Joris avec le salaire qu'il a maintenant. Je ne suis pas sûr qu'on va surenchérir sur Berchi en sachant que Berne et Fribourg sont deux. Toutes les équipes sont intéressées à Berchi, évidemment, mais on parle de lui à Berne aussi. À Fribourg, je pense que c'est mort, mais peu importe. Donc, tous ces joueurs-là, je pense qu'on est dans une année de transition. On a tout à coup beaucoup de joueurs. Je me souviens de la transition de Lausanne entre la Ligue B, la Swiss League et la National League, où il y avait eu tout à coup une congestion de joueurs qui avaient des contrats automatiquement reconduits. Et puis qu'on était en train de rengager des gars de National League. Et puis là, tout à coup, il y a une année ou deux, il y avait un paquet de gars qui étaient en trop. Là, je pense qu'on est dedans là, maintenant. Et je pense que l'année prochaine, on va arriver au modèle d'équipe que Svoboda et John Fuss souhaitent. Un modèle à 25-28 joueurs sous contrat, ouais, par exemple. C'est ça. Jean-Philippe, il y a une question dans le chat de Fabien qui dit « Est-ce que John Fuss est l'homme pour gérer un tel effectif? » Parce que oui, on arrive avec un John Fuss,
qui a des bons liens avec Petr Svoboda? Est-ce que c'est une marionnette? Est-ce qu'il va avoir le lead de cette équipe-là? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je ne pense pas que c'est une marionnette. Parce que je ne pense pas qu'un gars qui est là depuis si longtemps, il sait où il met les pieds, on va dire, pour rester complètement correct. Il sait exactement où il met les pieds, il sait à qui il a affaire avec Petr Svoboda, et il a la double casquette de directeur sportif et de coach, en plus de la signature pour l'entreprise. Donc, on lui fait confiance, manifestement. Maintenant, quelle sera l'influence de Petr Svoboda? On sait que par le passé, il a aimé mettre sa patte sur le sportif, aussi dans l'opérationnel. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On verra bien. Peut-être ça peut marcher, parce qu'avec la qualité qu'il y a sur la glace, ça doit marcher. C'est peut-être ça qui va être difficile. Est-ce qu'on va pouvoir pardonner des faux pas? Parce que c'est pas parce que vous amenez les meilleurs. Il faut savoir les faire jouer ensemble pour obtenir des résultats, et c'est le automate qui va décider, ça se dit dans d'autres sports, mais je pense que si Lausanne gagne ses 5-6 premiers, il aura la paix. S'il commence bien la saison, il aura un peu plus la paix que si ça va être c'est tout croche les 3 premiers matchs, il y a 3 matchs à 1 point ou 3 matchs 3 points. Je pense que là, il va avoir une ombre derrière lui un peu plus souvent. Voilà. Mais je ne remets pas du tout en cause les qualités de coach de John Foust. On parle beaucoup de Petr Svoboda qui est impliqué, son côté émotionnel, il n'y a pas de fumée sans feu, mais il n'est pas le seul directeur sportif de la Ligue à être très impliqué. Et il y en a qui le font de façon beaucoup plus discrète, en étant aux entraînements, en étant dans le vestiaire des coachs, en soumettant que lui, il faudrait bien le faire jouer là parce que tu vois, j'ai été le chercher puis que je dois justifier ma décision. Je peux vous en nommer plein, que je ne nommerai pas ici, qui sont très, très près ou omniprésents dans les décisions sportives, mais qui le font d'une façon un peu plus discrète, qui fait moins jaser. Donc là, parfois, c'est même le CEO aussi. Oui, exactement. Donc, est-ce que c'est pire qu'ailleurs? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est plus émotionnel qu'ailleurs? Je n'en sais rien non plus, peut-être. Voilà. Mais on en a beaucoup parlé la saison passée. Il y a beaucoup de GM. Ouais, c'est ça. Que dans d'autres clubs. Sur Lausanne, on les attaque pas sur le fond parce qu'ils ont quand même une bonne équipe. On a mis une structure en place. Il y a quelque chose qui est construit clairement là. On est venu une puissance au niveau suisse. On les attaque sur la façon. Ça, c'est le coup classique. Quand vous l'attaquez quelqu'un, si vous ne pouvez pas l'attaquer sur le fond, vous l'attaquez sur la façon. C'est là qu'on est. Et on a été comme ça sur Fribourg pendant des années, rappelez-vous. Donc voilà, c'est le fond ou la façon si vous l'attaquez quelqu'un. Et là, on est clairement sur la façon, avec raison ou à tort. Ça libre à chacun de garder son opinion. Pascal, le temps file. J'ai envie de terminer ce segment sur Lausanne avec une question. Ils ont perdu en quart de finale l'année dernière avec, sur papier, une des meilleures équipes de la Ligue. On a encore une équipe avec énormément de profondeur, une des meilleures équipes de la Ligue sur papier. Est-ce que si on se rend en play-off, oui, c'est le premier objectif, mais si on perd en quart de finale, est-ce que ce sera un échec encore une fois pour Lausanne? Oui, clairement. Alors, tu veux que je développe? Écoute, on l'a compris, c'est oui. L'année passée, j'étais au dernier match et clairement, il y avait une certaine frustration de la part des joueurs d'avoir perdu. Et surtout, je dirais, c'est pas davantage d'avoir perdu, c'est surtout d'avoir perdu de cette manière-là. Certes, c'était en 6 matchs, mais il y a quand même 3 matchs où ils n'ont pas marqué. Et c'est là où on sentait la frustration des joueurs aussi, de se dire, qui n'a pas fait son boulot en fait. Et je pense que c'est plutôt l'inverse. Je pense que c'est plutôt Zurich qui a gagné le quart de finale l'année passée que Lausanne qui l'a perdu. Mais ça c'est un autre problème. Et peut-être que ça servira d'expérience et de leçon pour les joueurs qui restent dans le vestiaire et ça les aidera pour la suite. Voilà pour Lausanne. On fait maintenant, on change d'équipe et on s'en va voir du côté de Fribourg-Gotteron. Là, je ne me trompe pas, c'est bien Jean-Philippe qui nous a préparé son topo sur Fribourg-Gotteron. Un été assez calme, Jean-Philippe, pour Christian Dubé. Alors, plus que calme, tout était plus ou moins réglé assez tôt, donc les gens ont pu travailler correctement. Au niveau des départs et des arrivées, on a 3 départs, dont 2 départs à la retraite. Victor Stahlberg qui s'en va, qui raccroche les patins, qui va retourner en Suède, et puis Marc Altmann qui s'arrête pour enseigner, et David Ebischer qui a fait l'objet d'un échange avec Mauro Dufner entre Fribourg et Rapperswil. David Ebischer qui avait de la peine à s'imposer dans l'effectif fribourgeois et qui avait envie de temps de jeu.
l'arrivée, évidemment, numéro 1, elle reste le capitaine de l'équipe de Suisse, Rafael Diaz, qui arrive de Zug, puisque Zug ne pouvait pas lui offrir le nombre d'années de contrat qu'il voulait, ne voulait pas lui offrir le nombre d'années de contrat qu'il voulait. Il les a obtenus à Fribourg. Et Fribourg, pour cela, a dû évidemment casser un peu sa tirelire, une tirelire qui est plutôt vide, d'après ce qu'on a pu lire dans les journaux fribourgeois après la conférence de presse qui était liée au compte des Fribourgeois, une perte de 3,18 millions de francs. On évite le surendettement en postposant des créances pour éviter le dépôt de bilan. Ce n'est pas idéal pour entrer dans une saison, mais c'est la situation dans laquelle se trouve Fribourg-Gotteron. Et ça peut influer sur le sportif aussi parce que la marge de manœuvre est limitée. On va jouer on a 8 défenseurs, 14 attaquants et on va à peu près être limité à cela. J'imagine que les supporters fribourgeois doivent prier pour que cette année, les blessures laissent un peu leurs favoris tranquilles. Au niveau des départs, on a parlé de Stallberg, c'était le 4e étranger, puisque Brodin avait ce rôle de 5e. C'était 29 points en 35 matchs, mais c'était aussi, malgré ses 35 ans passés, de la vitesse et du poids. C'est 1m90, 95 kg. Et quand il accélérait, Victor Stallberg, c'était toujours difficile d'aller le chercher, malgré son âge. Quand on sait que Fribourg aime jouer sur la vitesse, sur les transitions rapides, ça pourrait peut-être manquer. Par contre, on voit déjà, que ce soit dans les matchs de préparation ou dans les matchs de Champions Hockey League, que d'autres joueurs commencent à se montrer un peu plus que l'année dernière. On voit que Kylian Motet continue de marquer, en powerplay surtout. On voit que Desharnais est toujours là. On a gardé la même ossature et des lignes qui sont plus ou moins définies maintenant avec Brodin qui a remplacé Stallberg dans une ligne avec Motet et Desharnais, la ligne Di-Domenico, Bikov-Sprunger, ensuite Schmid qui joue plutôt à l'aile avec un Walzer au centre et Eren sur l'autre aile, et puis une 4e ligne qui bouge un petit peu avec de temps en temps un petit peu de Jobin, un peu moins en CHL puisque Rossi est revenu de blessure. Rossi, typiquement, un joueur qui va devoir montrer qu'on l'avait amené, on l'avait présenté comme un buteur quand il était arrivé à Fribourg. C'est encore pas tout à fait ça. On attend un peu plus pour essayer de revivre une saison qui les amènerait dans le top 6. Pour l'instant, c'est l'objectif, en tout cas, des Dragons. Ah, mais écoute, tu as parlé de Victor Stallberg, Jean-Philippe, même à la conférence de presse d'après-saison l'année dernière, au bilan, là, après l'élimination contre Genève, Christian Dubé il disait ouvertement, on n'a juste pas d'argent. Je pense que Victor Stallberg aurait été dans les plans de Christian Dubé s'il y avait eu les moyens de le faire, mais cette équipe-là savait déjà que les budgets étaient hyper serrés pour cette saison et on a décidé de miser sur un Rafael Diaz. Stéphane, reste que le leadership de Diaz, même si, oui, il vieillit, même si à la fin de son contrat, il va être à 40 ans, reste que Rafael Diaz est un défenseur qui vient tout juste de remporter le championnat en tant que capitaine. C'est encore le capitaine de l'équipe nationale. Je veux dire, ça reste une acquisition très, très importante pour Fribourg. C'est un des meilleurs défenseurs suisses du pays. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Il est très efficace. On l'a vu l'année passée, omniprésent dans plusieurs matchs. Il est encore, je ne dirais pas au sommet de sa forme, mais il est encore très efficace. C'est un gars qui a une hygiène de vie, qui a toujours eu des pieds assez rapides, qui vieillit assez bien finalement. Et je pense que c'est une bonne acquisition. Après, est-ce qu'on n'a pas mis trop d'argent sur Diaz pendant 4 ans? Ça, c'est une question qu'on répondra dans 2-3 ans, évidemment. Mais pour l'instant, Fribourg est un peu meilleur en défense. Donc, c'était leur problème l'année passée. Clairement, un manque de mobilité, manque de clairvoyance, etc. C'était leur grande faiblesse. On l'a vu contre les bonnes équipes du championnat. Ils étaient débordés, ils étaient pris de vitesse, la panique à bord, la première passe n'arrivait pas aussi bien. Tout ce qu'on devait faire un peu plus rapidement, il n'y arrivait pas. Rafael Diaz, s'il joue 25 minutes par match, on va être 23, 24, 25, c'est 23, 24, 25 minutes où on a un défenseur qui peut bouger le puck, qui peut bouger ses pieds, qui peut faire une bonne relance. Il peut être bon sur le power play, il va jouer. Donc, c'est un leader. Donc, je pense qu'on est un peu meilleur en défense, même si tout le monde autour a vieilli, notamment Führer qu'on a engagé pour 1 an au lieu de prendre à Planal. Voilà, donc c'est un choix de l'entraîneur. Et je pense que là, avec Diaz dans l'alignement, on a un petit peu meilleur, puis on risque de donner une meilleure opposition, de résister un peu mieux contre les bonnes équipes, à mon avis. Reste que ce qui me dérange du côté de Fribourg, c'est qu'on a un noyau vieillissant. Donc, on a pris les mêmes, on a recommencé ou à peu près. On a moins plus Stallberg. Je pense que Brodin, c'est un joueur différent de Stallberg. Et on a un noyau qui a 30-35 ans, de loin le plus âgé de la Ligue. Et quand vous avez un noyau où vos joueurs clés ont largement au-dessus de 30 ans, sont vraiment
sur l'autre versant de la montagne, où chaque saison qui passe est peut-être la saison de trop, c'est dangereux. Je trouve ça un peu dangereux. Je pense qu'il n'y a aucun de ces joueurs-là dont le meilleur est à venir. Le meilleur il est encore maintenant où est passé, et ça, je trouve ça dangereux. Je pense que cette année, Fribourg a une jolie carte à jouer parce qu'ils ont eu du succès l'année passée, il faut le dire. Hein, 3e, ils ont eu une belle saison. Ils peuvent reproduire ça. Est-ce que de l'arrivée de Diaz suffit d'aller gagner un championnat, un titre? Je n'y crois pas vraiment. Sauf qu'on peut assister encore à une belle saison de Fribourg, ou on va assister à la saison qui commence à descendre de Fribourg-Gotteron. Et l'année prochaine, ce sera le remue-ménage complet, la reconstruction totale. Donc, je prends un peu la DER pour Fribourg-Gotteron. Parce qu'à partir de l'année prochaine, là, si Christian Dubé a passé un été tranquille parce que son équipe était faite, je peux vous dire que l'automne sera occupé parce que c'est cet automne qu'on renégocie les contrats pour l'année prochaine. Et lui, il doit reconstruire son équipe. Il y a énormément de joueurs qui arrivent à la fin de contrat et il doit reconstruire son équipe. Il y a beaucoup, beaucoup de changements à faire et je pense qu'il va être beaucoup au téléphone cet automne pour construire cette équipe l'année prochaine. Je l'ai croisé après un match amical à défenseurs sous contrat pour l'année prochaine. Pardon? Il a 3 défenseurs sous contrat pour l'année prochaine. Diaz, Chavaya et Dufner. C'est ça. Donc, il y a du boulot. Puis on sait qu'il y a une pénurie de défenseurs, Jean-Philippe. Oui, Jean-Philippe, tu disais? Je disais juste qu'il m'avait parlé d'un été, on a évoqué son été après un match de préparation contre Rouen à Yverdon à la Coupe des Bains. Et il a expliqué que son été avait été bien occupé. Si ça peut te rassurer. Je pense que voilà. Oui, donc en fait, il n'y avait pas d'urgence, mais je pense qu'il est déjà sur son équipe de l'année prochaine, donc saison 2022-2023, évidemment, comme tout le monde, parce que c'est cet automne que ça se fait. On a vu Berchi déjà tout le monde est actif sur Berchi pour l'année d'après, etc. On est là. C'est la réalité de du hockey suisse, quoi. Surtout qu'il y a une pénurie dans la défense, donc Dubé a du boulot, surtout qu'on parle d'un budget un peu restreint. Donc, voilà. Mais Pascal, sur le budget, il m'avait déjà dit ça, Christian Dubé, quand il a prolongé Brodin, Desharnais, qu'il a fait le choix de Desharnais plutôt que Stolberg pour cette saison. Il nous a redit ça, Jonathan et à moi, à la conférence de presse la semaine passée, parce que je lui ai posé la question pour un éventuel 5e étranger. Pour l'instant, il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de marge dans le budget. Donc, effectivement, ça va être un petit peu à la raclette cette année. Et l'autre point de souci de Dubé pour cette saison, c'est que ces 3 défenseurs U20 qui voulaient intégrer sont blessés pour la saison. Donc, il va devoir serrer les fesses en cas de blessure dans son arrière-garde. Ça va être un peu chaud. Par contre, le petit avantage qu'il a par rapport aux autres années, c'est que cette année, il a un assistant GM, en la personne de Gerd Sennhuysen, et ça a clairement été posé la question à Gerd durant la conférence de presse. Est-ce que tu vas venir sur le banc, tout ça? Il a dit non, moi mon job c'est d'aller scouter, de donner des informations à Christian pour trouver justement les perles rares pour la saison prochaine. Celui qui faisait le scouting là, pour Fribourg, Dean Federchuk, l'ancien assistant de Mark French, qui est maintenant plus dans l'organisation fribourgeoise, mais est l'assistant de Jason O'Leary à Langnau. Oui. Mais ça, c'est une perte, parce qu'il était très, très bon, Federchuk. Et puis, c'est important. N'oubliez pas aussi que Kevin Ryan était scout à Lausanne. Il a donné, c'est lui qui a amené Frick Elner, notamment à Lausanne. Je vais vous donner des exemples. Donc, le scouting, aller voir d'autres matchs, les espions qui analysent certains joueurs pour les transferts, parce que les GM, souvent, sont concentrés sur le match de leur équipe. C'est le cas de Christian Dubé, forcément, il est coach. Donc, il y a besoin de quelqu'un pour aller voir les autres matchs, parce que si tu juges les joueurs que tu veux engager simplement pour les performances contre ton équipe, tu dis « Waouh, contre nous, il a été super bon, je le veux ». Tu t'aperçois contre les 11 équipes, il fait de la merde. Donc, ça te prend un gars qui a le scouting, c'est essentiel de voir les joueurs dans d'autres contextes, comment il a utilisé, poser des questions, savoir comment il est à gauche et à droite. C'est tellement important. Et là, je pense que Christian Dubé, malheureusement, il doit assumer à peu près toutes les casquettes. Bon, Gerd Sennhuysen va l'aider un peu comme GM, mais il a aussi le mouvement junior. Moi, je veux juste revenir sur la baisse du budget ou l'argent. J'ai l'impression un petit peu que Christian Dubé, en disant à qui veut l'entendre qu'il n'a pas d'argent, il prépare une saison en se disant « mais si je n'ai pas de succès, écoutez, un peu normal, regardez, moi, je n'ai pas d'argent de Lausanne, je n'ai pas d'argent de Genève, je n'ai pas la Bienne, je n'ai pas d'argent de Zug. » Je comprends ce qu'il dit, il a peut-être un peu raison, mais il ne faut pas non plus que ça devienne une excuse parce que l'équipe qu'il a sur la glace, c'est à peu près la même que l'année passée. Puis je vous rappellerai que certains gars qui sont venus à Fribourg ne sont pas venus non plus pour des cacahuètes. Aaron, Diaz, on a engagé Berra à plus de 800 000, on a fait des choix. Mais il ne faut pas se plaindre parce qu'on a donné 800 000 à Berra, peut-être que c'est un bon choix, qu'on ne peut pas engager X ou Y. Donc, à un moment donné, il y avait quand même, ce n'est pas un petit budget dans cette ligue, quand même.
Quand même. Non, mais il n'a pas de juste pour- marge dans son budget. C'est ça. Non, c'est ça. Il a appuyé parce qu'il a investi beaucoup d'argent dans certains joueurs, notamment dans Rafael Diaz. Alors, le budget sportif est raboté de plusieurs centaines de milliers de francs. Et puis, Ouais. juste comme précision, je crois bien que le mouvement junior, c'est Sandy Jana qui s'en charge maintenant, Stéphane. Oui, mais il fait de l'administratif, mais il n'est pas. Je pense que Gant Sanhausen est toujours impliqué avec le mouvement junior et les jeunes. Il fait le Mais lien moi, avec moi, la première. Il fait le lien avec la première. Le vrai responsable, c'est Sandy Jana. Mhm. Tandis que l'année passée, c'était Garde. Mais écoute, Pascal, tu disais, on était à la conférence de presse la semaine dernière de Fribourg-Gotteron. Évidemment, on nous a sorti la cassette, là. J'en étais très conscient. Mais j'ai l'impression que Christian Dubé, un peu comme Steph le dit, veut peut-être tempérer un peu les attentes. Baisser On les a attentes. peut-être surperformé l'année dernière. Et là, on a la même équipe avec Diaz et Dufner. C'est les deux seuls changements, mais on a la même attaque, on a vraiment le même noyau, on a Reto Berra devant le filet qui peut aller nous chercher des matchs à lui seul. Mais est-ce qu'on a une équipe qui peut encore espérer un top 3? C'est là la grosse question. Et on se disait, nous, ce qu'on vise, c'est le top 6. C'est normal qu'après avoir terminé troisième, tu ne peux pas dire, nous, on veut participer au minimum au pré-playoff. Là, je pense que toutes les équipes vont dire, nous, on veut passer directement dans le top 6, donc directement au play-off, parce qu'on a vu c'était quoi les pré-playoffs l'année dernière. Mais oui, j'ai eu aussi ce ressentiment que Christian Dubé était un peu obligé de réduire un tout petit peu les attentes des partisans, parce que là, il va y avoir du monde dans la BCF Arena et du monde qui ont regardé à la télévision une équipe classée troisième et là, vont voir exactement ou presque la même équipe. Et ça, c'est important. Ce que tu dis, c'est important parce que Ouais. la BCF Arena vide ou la BCF Arena pleine, ça fait un énorme changement. Et c'est valable pour pratiquement tous les clubs. Il y a certains, évidemment, c'est clair que le Hallenstadion, ça reste un peu moins flamboyant, on va dire, comme public. Mais retrouver du public là, ils sont arrivés, c'est 3000 et quelques personnes hier pour la victoire en Champions Hockey League contre le Slovan Bratislava. Un peu moins, un peu plus de 2500 si je me souviens juste pour le match contre Trinec, gagné 6-2. Et sur ces 10 buts, il y a 7 buteurs différents. On pourrait se dire, mais qui est-ce qui va bien pouvoir marquer du côté de Fribourg? Ces signes-là sont encourageants. Ça reste la Champions Hockey League. Les équipes qui ne connaissent pas forcément la feinte de Julien Sprunger, il fait toujours la même, elle marche. ou bien le tic-tac-toe sur le powerplay qu'on a l'habitude de voir à Fribourg avec Christian Dubé depuis un petit moment. Je me réjouis de voir les choses qui ont été mises en place pour la nouvelle saison sur les situations spéciales. C'est à dire qu'on voit des joueurs comme Marchand. On t'en attend gentiment toujours de passer encore un niveau. 3 buts sur 2 matchs. On lui fait confiance. Il y a Bougro qui commence aussi à sentir le jeu encore un peu mieux. Il est rapide, il est utile, il a un gabarit qui est dans le hockey moderne assez intéressant. Il peut prendre des engagements, il peut jouer à l'aile. Et puis, on a une ligne avec Bikov qui a l'air extrêmement affûté en ce début de saison. Je l'ai vu jouer à 2 reprises en match amical et on a l'impression qu'il vole sur la glace par rapport à il y a 2 ans, par exemple. Peut-être que le poids des négociations de son contrat s'est envolé, avec un petit bout du salaire aussi, mais enfin, c'est réglé, il sait qu'il joue là. Et puis, Sprunger aussi a marqué. Enfin, voilà, il y a plein de comment on va dire, de petites choses qui font dire que si tu commences bien le championnat, c'est un petit peu la même rengaine que pour Lausanne, à un autre niveau. Si tu commences bien le champion, tous les points que tu mets de côté, tu as la confiance, tu as la paix, et tu peux travailler. Et je pense que il faudrait maintenant encore qu'un joueur comme Rossi ou Aaron, même si Aaron il était à peu près dans les chiffres qu'il avait l'habitude de livrer à Lausanne avant de venir à Fribourg-Gotteron, fasse le pas qu'on attend d'eux. Schmid sur une 3e ligne à l'aile, oui, il pourra dépanner au centre au cas où. Là, pour l'instant, en tout cas, les surnuméraires en Champions Hockey League, c'est Chavaya, et ce qui était un starter habitué. Et puis, c'est Jobin, qui peut amener encore de la vitesse, peut-être encore un peu tendre, à voir. Et Chavaya, l'année passée, il a fait quasiment toute la saison avec Gunderson. Qui était avec Gunderson, donc, puisque tu as un peu suivi, je te pose la question comme ça. C'est Dave Souter. On a parlé des trios d'attaque, mais les paires de défense à Fribourg, en tout cas sur les 2 premiers matchs avec de l'enjeu, c'est Dave Souter avec Gunderson. C'est Gunderson 4 points et Souter 2 points. Bon, ça aide, si défenseur, puis Gunderson fait le premier assist, bon, ok. Et puis c'est Diaz avec Fourer.
Diaz qui a encore une mobilité plutôt intéressante pour peut-être compenser ce que Fourer n'a plus. Et puis Dufner Kamerzin et c'est Yecker le 7e. Chavaya s'est retrouvé pour l'instant surnuméraire. À voir si ça change ou si c'est appelé à évoluer avec la répétition des matchs. Non, mais c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'informations, justement parce que Chavaya l'année passée a aussi bénéficié de jouer quasiment toute la saison avec Gunderson. Il a été dans les plus et les moins dans le plafond, dans l'état de la Ligue parce qu'il jouait avec Gunderson. Et puis quand on parle d'effectifs un peu réduits, on imagine toujours, qu'est-ce qu'on fait ? Il faudra aller chercher des juniors. On a parlé des défenseurs qui n'étaient pas disponibles. Il y en a 3 autres. Il y a Kevin Nicolet en 2003 qui est parti qui va partir à Timrå en Suède. Timothée Chaler qui devrait aller avec Sierre. Lui, c'est un 2002. On l'a vu un peu plus souvent qu'à son tour. Et puis Dominique Bignas aussi, un 2002 qui avait commencé la préparation avec Langenthal, qui a été shifté vers Turgovie. À voir si ils obtiennent une chance avec un rappel. Je pense qu'on peut les rappeler. Oui, c'est parce qu'il faut qu'ils aillent de la glace. Moi, je pense que c'est une bonne décision. Oui, mais c'était le but, clairement, mais mais c'est à eux de gagner leur place. Oui, c'est ça, c'est pas gagné, parce qu'ils en ont parlé justement dans la conférence de presse de ces 2 joueurs-là, et on a été très clair que c'est eux qui devaient faire leur place en Swiss League et que c'était pas gagné parce que, évidemment, le step est énorme, la marche est énorme pour avoir une place sur un trio avec un bon rôle offensif du côté de la Swiss League, là, et donc voilà, ce serait quand même très intéressant de voir s'ils pourront percer les différentes équipes de Swiss League. Pascal? Oui, Jonathan, je crois qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour de... Hey, je vous sens chaud, messieurs, pour le début de la saison. Ça s'en vient, c'est mardi prochain. Donc, 1 semaine et 1 jour d'attente encore. Les pronostics vont sortir. Là, on verra tous les pronostiqueurs. Des gens qui osent se lancer. D'ailleurs, Pascal, parce que c'est compliqué. Nos pronostics sont commencés à sortir, d'ailleurs, avec Rapperswil sur le coup de 10 heures sur nos réseaux sociaux. Voilà, et cet après-midi, vous allez retrouver la présentation de Fribourg, je l'ai dit, avec ta vidéo, le texte de Jean-Philippe également, et puis nos notations sur Fribourg. Voilà, donc tout ça est assez... Et bien évidemment, ça ne fera pas l'unanimité chez les spectateurs. Non, mais c'est quand même intéressant. Fribourgeois. Mais, moi, je pense que... C'est plus un jeu, les pronostics, et si on les fait pas, on nous les réclame, et puis si on les fait, ça râle. Je suis pas d'accord avec les pronostics. Je dois quand même avouer, là, on a passé un petit quart d'heure, 20 minutes à parler de Fribourg, et plus on en parle, plus j'ai l'impression qu'on a été un petit peu... à voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Je me demande si, par rapport à ce qu'on avait choisi, on va pas être un petit peu déçu en bien. On peut changer, tant que c'est pas publié, on peut changer. Hein? Il faudra qu'on discute, parce que plus je réfléchis, plus je me dis qu'on a peut-être été un petit peu sévère. Bref, on a quand même passé 2 heures sur les pronostics la semaine passée. Mais bon, puis à la fin, il faut expliquer aux gens comment on fait ça. On va poste par poste, puis on met des notes. On essaie d'être le plus objectif. On ne se dit pas, Fribourg va finir 3e, et puis Genève 12e, et puis on ne va pas au hasard comme ça. On met des notes de chaque poste, on fait le total, puis on regarde ce que ça donne à la fin. On est assez honnête dans notre démarche. Puis après, on se dit, c'est bizarre quand même, il me semble qu'eux, ils ne sont pas si mauvais que ça. Ou il me semble qu'eux, ils ne sont pas si bons. Puis là, on se dit, mais t'es mettre devant qui? Et puis, à la fin, de toute façon, voilà. Donc, rappelez-vous la différence de points l'année passée. Si Lausanne avait gagné son dernier match, il finissait 2 à la place de Lugano. Et puis, il y a tellement peu de points dans le ventre mou de classement que là, tout est... C'est un peu comme les moyennes d'âge dans la Ligue. Hein. Fribourg est à 29,9 ou 29,8. Et puis, la plus jeune, c'est Davos à presque 26 ans. Donc voilà. On dit que c'est l'équipe la plus âgée, mais on peut aussi dire que c'est l'équipe avec le plus grand nombre de matchs de National League comme expérience. C'est trop vieux. On fait toujours parler les statistiques comme on veut. Hein, les avantages ou les inconvénients de l'expérience, les gars. Trop d'expérience tue l'expérience. Alors, ne vieillis plus, Stéphane. C'est parfait comme ça. Exact. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, Jean-Philippe. Merci également à Jérôme qui était là en début d'émission pour ce tout premier overtime. La suite des clubs romans et de la préparation de la saison suivra la semaine prochaine, Pascal. On sera fidèle au poste. Oui, nous deux, oui, puisque c'est notre responsabilité maintenant. On va aussi remercier Mickaël qui réalise l'émission en coulisses que vous ne voyez pas, et c'est toujours un plaisir de pouvoir compter sur son savoir technique. On vous rappelle que vous pourrez retrouver ce podcast en rediffusion dans quelques instants sur Facebook, et puis dans le cours de l'après-midi sur YouTube, Spotify, SoundCloud et Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner sur ces plateformes pour nous voir ou nous écouter.
Et puis on vous souhaite à tous une excellente semaine. À lundi prochain, midi. Bye. Bye bye. Ciao, ciao.